Olivier Précieux, vous avez fait paraître ce petit livre en anglais, Sailing of Chagos Archipelago et Void Contract, avec un point d'interrogation. Alors dites-nous de quel contrat s'agit-il, entre qui et pourquoi est-il void, c'est-à-dire nul? Avant l'indépendance de Maurice, il y a eu une conférence qu'on appelle Lancaster Conference à Londres. Et là-bas, on a eu la délégation de Maurice composée de tous les partis politiques, c'est-à-dire à l'époque, il y avait le PMSD, le Parti travailliste, CAM et Bissundoyal. Donc, pendant cette conférence, il y a eu une proposition faite à Ramgoolam à l'époque, qui n'était pas, on l'appelait le Prime, le premier, c'était pas Premier ministre parce qu'on était colonisé. Et il y a une proposition de céder, qu'il cède l'archipel des Chagos et d'avoir l'indépendance en retour. Donc quand il est retourné à Maurice, pendant le Conseil des ministres, il a passé cette motion qui a été approuvée. Et donc il y a une vente qui a été faite de Maurice envers l'Angleterre des Chagos. Et cette vente-là, c'est un contrat qu'on appelle en anglais sales contract, un contrat de vente. Mais mon livre vient dire que ce contrat est nul et non avenu, void en anglais, parce que Maurice n'était pas encore indépendante, donc il ne peut pas vendre quelque chose qui n'appartient pas intégralement à l'île Maurice, dite indépendante, parce qu'elle était colonisée par l'Angleterre. C'est cela un peu l'idée de mon livre. Si, comme vous le dites, le contrat est void, nul, quelle instance supérieure peut en décider? Voilà, ce qui est formidable, mon livre a été écrit et, coïncidence de l'histoire, l'île Maurice, ça veut dire le gouvernement Maurice, mais on dit l'île Maurice parce que tous les partis politiques de l'opposition et du gouvernement sont derrière ça, sont partis devant ce qu'on appelle la Cour internationale de justice pour poser cette question, pour dire que nous, dans notre parti mauricienne, que cette vente est ce qu'on appelle illicite, c'est-à-dire qui n'est pas légal, et donc c'est à cet instant de décider. J'ai essayé de répondre à cette question à travers mon livre, pour montrer avec des documents que j'ai eus des archives de l'Angleterre sur la conversation entre Ramgoolam et Wilson, qui était le premier ministre d'alors de l'Angleterre, et pour prouver qu'il y avait une pression sur Ramgoolam pour céder cette partie. Et en français, dans le terme juridique, on appelle ça violence, et en anglais, duresse, c'est-à-dire une pression sur une personne d'entrer dans un contrat sans le vouloir vraiment. Si Maurice obtient un avis favorable de la Cour internationale de justice de La Haye, que se passerait-il à votre avis? Est-ce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël ne vont pas tout bloquer à l'ONU, comme ils le font habituellement, grâce à leur droit de veto? Sur un point de vue de droit simple, qu'on appelle un award ou un jugement là-bas, ce sera non-binding, c'est-à-dire que l'île Maurice, l'Angleterre n'est pas obligée de suivre le jugement de la Cour internationale de justice. Donc l'Angleterre, c'est qu'un par rapport à un droit moral, parce que l'Angleterre se dit démocratique et donne la leçon de la démocratie au monde entier, mais ne l'applique pas à elle-même. Donc, elle est d'un point de vue moral, non pas d'un point de vue légal. Donc, dans ce sens, ça c'est le premier. Deuxième affaire, que l'Angleterre, Maurice, et quand j'ai écouté un peu les différents groupes de Chagossiens, il y a comme s'il y a un consensus. Ils vont donner ça, ils vont dire l'allocation, c'est parce que l'Angleterre loue les Chagos aux États-Unis, donc Maurice va se substituer à l'Angleterre, c'est-à-dire Maurice va louer les Chagos aux États-Unis, et de là aussi les Chagossiens pourront travailler là-bas. Un peu, enfin je sens ça, hein, je sens et à travers cela, mais est-ce que c'est bien? Ils ne sont pas obligés de suivre ce jugement-là, mais étant qu'il y a une pression morale internationale sur eux, ils auront à soit négocier, soit accepter. C'est ça l'idée. Parce qu'il faut comprendre que le jugement, parce que pour aller devant ce tribunal, il y a un jugement, il y avait un vote avant, et les pays européens se sont abstenus
ou ont voté contre. Donc, pour dire que l'Europe s'est détachée de l'Angleterre sur ce dossier. Donc, l'Angleterre se sent esselée à ce niveau. Je vous adresse la même question qu'a Fernand Mandarin, que j'avais reçu ici même. Si on demandait à 10 jeunes descendants des Chagossiens d'aller vivre sur une île des Chagos, quel serait le nombre de celles qui accepteraient? À Maurice, beaucoup de Chagossiens, ma belle-sœur est chagossienne, elle est prof, a des enfants et tout, donc ils sont intégrés à l'île Maurice, très intégrés, prof de collège et tout et tout. Et elle a de la famille en Angleterre intégrée pareil, travaillant comme comptable, ainsi de suite. Donc, ce sera dans la logique des choses réalistes, difficile pour eux de quitter leurs emplois, leur famille pour aller là-bas. Cependant, la réalité aussi des choses, c'est que Chagos, c'est un peu comme Hawaï pour les Américains. C'est très développé. Il y a eu des conseils énormes, il y a des discothèques, il y a des infrastructures modernes. Donc, il y a du travail. Et ce n'est pas les Mauriciens ni les Chagossiens qui travaillent là-bas. Donc, il y a de l'opportunité pour les Chagossiens qui veulent travailler. Mais pour dire un peu dans, l'image un peu d'Épinal, aller là-bas pour aller retourner, c'est pas la réalité des choses. Hein. Parce que pour déraciner un groupe après 50 ans pour aller là-bas dans un nouveau environnement, c'est pas la réalité des choses. Hein. La dernière question, pourquoi ne parle-t-on pas assez de la base nucléaire des États-Unis à Diego Garcia? Est-ce pour le louer, cette base, après l'obtention éventuelle de la souveraineté de Maurice sur les Chagos? Qu'en pensez-vous? Avant d'écrire mon livre, j'ai dû faire ce qu'on appelle en anglais literature review, donc lecture des journals. Et à travers ça, j'ai découvert qu'au fait, il y a eu des tortures aussi, comme à Guantanamo, pendant la guerre en Irak et en Afghanistan. Et donc, il y a eu des rapports dessus. Donc, c'est un lieu, on ne peut pas dans le soin indien, comme on dit, un peu l'île paradisiaque, de loisir, avoir une base militaire qui perpétue cela. Donc, il y a un droit aussi moral qu'il faut exercer. Hein? Nous avons signé, je ne pense pas que nous allons aller dedans. Donc, pour résumer, pour moi, c'est qu'il faut que nos alliés, parce que c'est quand même ces alliés, américains et anglais, savent que sur une île qui nous appartient, un archipel qui nous appartient, on ne peut pas continuer à promouvoir les armes nucléaires et aussi la torture si cela continue là-bas. Pour moi, je suis contre cela. Et Maurice doit négocier dans ce sens. Moubarak Sultan Goss, pourquoi ce livre, Business Inside Out, que vous publiez après une carrière de plus de 45 ans dans plusieurs firmes du secteur privé? J'ai été banquier pendant 18 ans et ensuite PDG pendant 20 ans et depuis 10 ans consultant. Donc je connais les affaires de plusieurs facettes et je considère que les affaires ont été très bonnes pour moi. Les affaires m'ont lancé dans la vie, m'ont donné tout ce que j'ai aujourd'hui et c'est un juste retour que je fais vers les affaires pour rendre aux gens qui sont impliqués dans les affaires ce qu'ils m'ont donné. Que proposez-vous aux lecteurs dans Business Inside Out? Que signifie d'abord Inside Out? Inside Out, vous savez, il y a toujours, dans toute chose, il y a une facette cachée et une facette ouverte. Donc dans le business aussi, on voit des choses que l'on veut voir, où il y a beaucoup d'objectivité. Donc ça c'est la face ouverte. La face cachée, c'est que dans le business et partout ailleurs où il y a le facteur humain, il y a la subjectivité. Alors dans le business, il y a d'abord le directeur d'entreprise, il y a des employés, il y a les banquiers, il y a les clients, il y a les fournisseurs qui sont tous des humains. Et quand on est humain, on est forcément subjectif. C'est un livre que je considère unique parce que j'ai la prétention de parler de 15 sujets différents du business, alors que beaucoup d'auteurs ne parlent que d'un seul sujet. Par exemple, dans ces 15 sujets, il y a quelles sont les qualités pour devenir un CEO, comment lancer un business, comment transformer un rêve en une affaire, comment redresser une entreprise en faillite, comment faire de la publicité, comment faire de la communication, comment lancer, fabriquer une marque, créer une marque,
comment créer une image. Donc tout ça, ce sont des chapitres différents. Et le livre se veut être un peu aussi un livre de référence pour les jeunes managers qui montent dans la vie. Moubarak, le titre de votre livre, c'est Business with Brains, Passion and Ethics. L'éthique est un mot dont on perd un peu le sens, pas seulement dans le business, mais à tous les niveaux de la vie quotidienne. Oui, il y a des choses taboues que l'on préfère ne pas en parler, mais que j'en parle dans ce livre. Par exemple, quand on parle de corruption dans la vie, dans tous les pays, on a tendance à parler des dirigeants, des chefs d'État, etc., etc. Mais la corruption se trouve aussi ailleurs, notamment aussi dans les affaires. Les commissions, les dessous de table, etc. Et ça, j'en parle. J'en parle et je décris aussi la psychologie des gens qui sont trempés dans ce genre de manœuvre et où ça peut mener une personne de ne pas avoir d'éthique. Maintenant, il y a d'autres aspects d'éthique. Par exemple, moi, je privilégie la vie de famille au-dessus de tout. Okay, je privilégie ce que j'appelle le fairness dans le business. Il faut traiter les employés bien parce que c'est l'actif numéro 1 de toute entreprise. On pense généralement, enfin dans le capitalisme, dans le monde capitaliste, que l'argent crée des cerveaux. Je n'ai jamais vu ça. C'est le cerveau qui crée l'argent et pas le contraire. Moubarak, la dernière question. On apprend que vous avez essayé de sauver des loss-making companies, c'est-à-dire des compagnies au bord de la faillite. Avez-vous rencontré des échecs? Vous savez, j'ai redressé j'ai touché à 16 entreprises, pas en faillite totale, mais enfin en très mauvaise posture. Et j'en ai redressé 15. J'ai un demi-échec, le dernier, enfin je vais vous dire pourquoi. J'ai redressé 15 entreprises sans jamais détruire un seul emploi. Alors que la recette de tous les professionnels du métier, enfin qui se disent professionnels, c'est de détruire les emplois, réduire les frais du personnel pour pouvoir essayer de sauver une entreprise. Alors pourquoi on sauve une entreprise? C'est aussi pour sauver des emplois. Si on sauve une entreprise en sacrifiant des emplois, on ne sauve rien du tout. Okay? Donc moi je fais le contraire. Plutôt que de travailler sur la réduction des coûts, chaque entreprise, toute entreprise a un système, c'est-à-dire tout l'actif, tout le personnel de la société qui coûte de l'argent. Je fais ce système travailler plus dur, produire 20, 30, 40% en plus avec le même coût pour pouvoir prendre charge des coûts. Donc je suis, si vous voulez, je n'ai pas une approche de coût, j'ai une approche de revenu. Alors j'ai un seul échec qui était pendant les 5 premières années un retentissant succès. J'ai pris une société qui avait, à force de pertes, qui avait accumulé un capital négatif de 60 millions de roupies et j'en ai fait 25 millions de profits avec cette squelette. Okay? Et ensuite, on est tombé en faillite parce qu'on dépendait d'un seul client et le client a tellement marchandé sur les prix, etc., que nous n'avions plus de clients finalement. Donc, on peut dire que je n'ai pas eu d'échec et que la recette est la bonne recette. Mariam Cheikh Farid, vous avez fait paraître un premier roman, Le syndrome de l'accent étranger. De quoi s'agit-il exactement? Le point de départ, c'est la découverte par Désiré, un immigré illégal, d'un ordinateur oublié dans le métro. Tout à fait. Il s'agit d'un personnage qui est d'ailleurs d'origine mauricienne, qui est mauricien et qui habite à Paris et qui mène une vie très simple et très humble de par son statut puisqu'il n'est pas légal. Et un jour, par hasard, il découvre un ordinateur. Et lorsqu'il l'ouvre pour le rendre à son propriétaire, pour chercher le propriétaire, eh bien, il tombe sur le début d'une histoire. Et on sait, dans votre émission, de quelle manière les histoires peuvent nous prendre et nous emporter. Et c'est ce qui se passe pour Désiré. C'est-à-dire qu'il va être tellement subjugué par cette piste, ce lien, qu'il va écrire au propriétaire en lui disant « Écoute, d'accord, je te rends ton bien,
mais je veux la suite de l'histoire. Et c'est ainsi que les deux hommes vont commencer à correspondre de manière anonyme et qu'ils vont tisser l'histoire du personnage du roman qui est dans le roman. Le titre, le syndrome de l'accent étranger, vient de l'inspiration principale qui m'a menée à écrire cette œuvre romanesque. C'est un syndrome qui existe réellement. C'est un syndrome clinique qui, suite à un choc, un accident, peut provoquer chez quelqu'un, du jour au lendemain, un accent qui lui est totalement étranger, justement. Ce n'est ni sa culture, ni sa langue d'origine. Il n'a jamais eu affaire à ce pays. Dans la réalité, il peut s'agir d'une Anglaise qui contracte un accent chinois. C'est le cas que moi j'ai découvert dans une revue qui m'a réellement interpellée parce que parfois un simple petit détail peut changer totalement notre rapport au monde. Et ce qui se passe pour le personnage dans le syndrome de l'accent étranger, c'est qu'elle se réveille un jour avec un accent créole, et un accent créole mauricien évidemment pour les besoins de l'intrigue. Mais il s'agit d'une directrice de galerie d'art contemporain à Paris qui évolue dans un milieu très bourgeois, et cela crée un bouleversement total dans sa vie. Alors lorsque Désiré et Alex, qui est l'écrivain, commencent à échanger, Alex ne sait pas quoi faire de son personnage, qui s'appelle Sophie. Et c'est grâce à la correspondance qu'ils vont emmener Sophie, qui a contracté un accent, à l'île Maurice. Et c'est ainsi que Désiré va pouvoir raconter ses souvenirs de son propre pays et se réconcilier avec lui également. Mariam, le syndrome de l'accent étranger, c'est en quelque sorte un roman dans un roman. Tout à fait, parce que la littérature s'inspire du monde. Et le monde n'est pas si simple, il n'y a pas qu'une histoire dans le monde, il y a toujours d'autres histoires, c'est comme les poupées russes. Et donc c'est ce qui m'intéressait aussi dans ce roman, de tirer un fil fictionnel qui soit en quelque sorte un reflet de la réalité qui n'est jamais simple. Donc cette histoire dans l'histoire m'a permis de faire se croiser des destins de personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer en réalité. Et m'a permis aussi de décaler la parole de Désiré sur son propre pays qu'il a quitté pour des raisons assez dramatiques somme toute. Et là, il retrouve ce qu'il aimait chez lui et tout ce qui est positif. Et il se confie à quelqu'un qui ne sait pas qui il est, c'est plus facile. Mariam, c'est votre premier roman, mais vous avez écrit et publié plusieurs nouvelles. Oui, ce sont des nouvelles qui ont principalement été publiées dans des recueils avec d'autres auteurs, souvent dans le cadre de concours de nouvelles d'ailleurs, en Europe, en littérature francophone, etc., des maisons d'édition en Bretagne également, d'où je suis originaire de par ma maman, si le papa est mauricien. Et ces nouvelles abordent des thématiques finalement qu'on retrouve dans le roman. On parle de métissage, on parle de curiosité culturelle, de différences culturelles, avec ce que ça peut comporter de difficultés, mais aussi de beauté. Et donc voilà, ces nouvelles peuvent aborder aussi bien des histoires de grand-mère en Bretagne, en plein cœur de la Bretagne, que de personnages qui ont dû traverser la Méditerranée pour des raisons beaucoup plus difficiles, puisque ces problématiques et le roman, entre autres l'écriture de ce roman, m'ont amené aussi à m'intéresser beaucoup à la problématique des migrants à Paris, entre autres, où j'ai pu travailler avec une association dans la rue. Et donc voilà, le roman ne parle pas du tout que de ça, mais il l'aborde aussi, comme certaines nouvelles ont pu aborder. Désiré reste un moment immobile devant l'écran blafard de l'ordinateur. Le texte s'arrête là. Ce que Désiré connaît bien, ce sont ces deux sentiments. Celui d'être en décalage avec le monde qui vous entoure et ce ressenti de frustration inéluctable qu'il avait tout gosse lorsque Ma lui racontait des histoires et qu'elle s'arrêtait au moment où la sorcière arrivait. C'était terrible, pas tant l'arrivée de la sorcière que le fait
que l'histoire s'arrête juste là. C'était le moment de dormir. Dodo baba, c'était. Et on ne plaisantait pas avec la mère. La suite, il lui faut une suite. Une frustration d'enfant, immense. Désiré se rend compte qu'il n'a pas attendu de suite depuis longtemps, que le désir qu'il croyait mort vient de se réveiller comme un petit animal qui a hiberné. Ce désir s'étire de tous ses petits membres à l'intérieur de lui. Désiré s'endort, lové en point d'interrogation, pelotonné autour de son envie d'être au lendemain, juste pour connaître la suite de l'histoire. Yashvin Assamal, en tant que directeur des éditions de l'Océan Indien, vous avez réédité un best-seller, La vraie cuisine mauricienne de Guy Félix, en y ajoutant 11 recettes inédites. Alors, pourquoi cette réédition et comment avez-vous trouvé ces recettes inédites? La vraie cuisine mauricienne a été un des livres les plus vendus à l'île Maurice. Donc on a vendu depuis 30 ans, je crois, jusqu'à 20 000 exemplaires à peu près. Donc c'est un livre qu'il y a toujours la forte demande des Mauriciens établis à l'étranger, des touristes. On a eu beaucoup de demandes auprès des libraires de retravailler le livre parce que voilà, la demande était toujours là. Donc on a repris contact avec la famille Félix pour leur dire ok, on va rééditer le livre, mais ce serait bien si on peut rajouter quelque chose de nouveau. Et heureusement, les enfants de Guy Félix et sa femme, elles ont trouvé 11 recettes jusqu'à l'heure qui n'avaient pas été publiées. Donc voilà, déjà la base pour rééditer le livre avec quelque chose de nouveau. Surtout, c'est le fils Guito qui a eu un peu le talent de son père. Donc les recettes qu'ils avaient écrites à main eux-mêmes, qu'on a retravaillées. Quel autre changement par rapport à la première édition du livre, paru en 1988? On y trouve désormais des photos en couleur de Christian Bossoupica. Donc le gros challenge, c'était de ramener le livre dans le 21e siècle, avec toutes les nouvelles technologies que nous avons. Parce qu'en 88, c'était un livre qui était assez basique, en blanc et noir. Donc c'est sûr qu'un livre de recettes dit aussi des photos. Donc on a, avec le sponsorship de NSC Hotel, et avec l'apport de son chef Thierry Saint-Mars, donc on a refait tous les plats que Christian Bossoupica a su cadrer, immortaliser. Et voilà, l'idée c'était de sortir un produit qui sort de notre siècle comparé à l'autre qui datait de 30 ans de cela. Donc on a fait un très beau travail avec notre graphiste aussi, qui a su bien placer en termes de couleur, en termes de sections. Et le livre, on a retiré en deux types, donc avec le soft cover et aussi le hardback cover. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent garder ce livre sur leurs étagères pendant des années. Parce que même l'autre livre, 20 ans ou 30 ans, les gens ont toujours ce livre lorsque leurs enfants partent à l'université. C'est le cadeau qu'on donne aux enfants pour qu'ils emmènent un peu cette culture mauricienne avec eux lorsqu'ils partent en voyage. Donc les modifications qu'on a emmenées dans ce nouvel ouvrage, surtout c'est sur l'utilisation de certains ingrédients comme le Ajinomoto qu'on sait de nos jours n'est plus utilisé dans les cuisines. Tandis qu'à l'époque c'était dans tous les plats. Donc on a retiré ça. Il y a aussi les singes et les chauves-souris qui étaient dans le livre initial, mais qu'on a laissé, mais on a mis une note. Voilà, ce sont des espèces qui sont maintenant protégées et voilà.